Bonjour, je m'appelle Greg Braden et j'aimerais être le premier à vous souhaiter la bienvenue dans cette présentation très spéciale de Chaînon Manquant, fabrication d'une simulation. Vivons-nous dans une réalité virtuelle? Je serai votre hôte tout au long de cette série. Je suis absolument ravi de vous présenter personnellement chaque épisode de cette toute nouvelle saison de Chaînon Manquant. Je vais vous expliquer pourquoi je suis si enthousiaste. De plus en plus de preuves scientifiques suggèrent que nous vivons à l'intérieur d'une simulation numérique. Un énorme programme informatique de la taille de l'univers qui a commencé à fonctionner il y a très longtemps, dans un passé lointain, créant la réalité virtuelle que nous connaissons aujourd'hui comme notre monde quotidien. Les conséquences d'une telle découverte sont incroyables, vastes, profondes, et elles questionnent nos plus intimes croyances à propos de tout, de la guérison et la maladie, à la guerre et à la paix. En passant par la vie, la mort, la religion, Dieu, les anges, les extraterrestres, les ovnis, le cosmos et même au-delà. Je sais que cette simple possibilité peut sembler tirée d'un film de science-fiction. Je le sais parce que c'est le cas pour moi. Jusqu'à ce que je commence à considérer les nouvelles preuves. C'est tout l'objet de cette série. Dans ce programme, nous allons explorer ces découvertes, où elles nous mènent, ce qu'elles signifient dans nos vies et ce qu'elles nous apprennent. Commençons donc par le début, avec ce que les scientifiques appellent désormais la question interdite. Est-il possible que chaque instant de chaque jour de notre vie se déroule en fait à l'intérieur d'une réalité simulée, qui nous semble totalement réelle? Tout d'abord, je voudrais être absolument clair sur ce qu'est précisément une simulation, sur ce dont je parle quand je fais référence à une simulation. Premièrement, une simulation est une expérience qui nous permet de nous immerger dans un environnement non familier. Et deuxièmement, elle nous permet de maîtriser les paramètres de cet environnement d'une manière relativement sûre, tout en minimisant le risque de blessure pour nous-mêmes ou pour les autres. L'idée d'un environnement numérique n'est certainement pas nouvelle pour nous aujourd'hui. Nous utilisons déjà des environnements simulés pour un certain nombre de choses. Par exemple, ce que vous voyez sur votre écran en ce moment est une cérémonie de récompense musicale. Elle a été organisée à Orlando, en Floride, et la femme que vous voyez debout à gauche est l'hôte, la maîtresse de cérémonie du programme. Elle remet un prix à 2 musiciens qui n'ont pas pu être présents lors de la cérémonie. En raison de leur emploi du temps, ils jouaient en réalité à Londres, en Angleterre. Le public n'en avait aucune idée. Ce que vous voyez est une projection holographique, une réalité virtuelle de ces deux artistes comme s'ils étaient en direct, sur scène, avec la maîtresse de cérémonie. Comme vous le voyez sur votre écran, il est très difficile de dire qu'ils ne sont pas présents. Le public ne savait pas que ces personnes n'étaient pas réellement là. C'est à partir de cette réalité numérique qu'ils ont pu faire interagir les artistes et la maîtresse de cérémonie afin qu'ils puissent recevoir leur prix sans quitter leur domicile en Angleterre. Et le public a eu l'occasion de voir tout cela. Voilà donc un exemple de la façon dont nous utilisons déjà les environnements numériques, les simulations, dans le monde du divertissement. Il existe un autre exemple, qui est encore plus récent, et qui a eu lieu lors des Billboard Music Awards en 2014. Celui-ci, cependant, a été très controversé, parce qu'il s'agissait d'une vidéo de Michael Jackson, interprétant une chanson qui n'avait jamais été publiée. Le problème est que Michael Jackson est mort en 2009. La simulation que vous allez voir maintenant était si réelle que parmi tous les spectateurs, certains ont été offensés par le fait qu'un homme décédé puisse se produire devant eux sur un écran. Je partage cet exemple avec vous pour insister sur le fait que le public ne pouvait pas dire qu'il s'agissait d'une réalité numérique, car cela semblait réel. Regardez. Ce que vous venez de voir est un bel exemple du chemin parcouru en très peu de temps par la technologie numérique et de notre capacité à créer des simulations. Les ordinateurs n'existent que depuis 60 à 70 ans.
Les gens dans le public ne pouvaient pas affirmer que ce n'était pas le vrai Michael Jackson. Il a interagi avec les autres danseurs, il a interagi avec le public et il semblait très réel. Ce que je veux dire, c'est que nous utilisons déjà ces simulations de nombreuses façons dans notre monde quotidien. Les nouvelles théories dont nous parlons posent la question suivante. Vivons-nous dans l'une de ces simulations? Il existe différents types de simulations. Et je viens de donner quelques exemples de leur utilisation dans le domaine du divertissement. Nous sommes nombreux à connaître les visières ou les casques 3D que nous pouvons utiliser pour faire l'expérience d'une simulation personnelle, une réalité virtuelle personnelle. Dans ce cas, nous plaçons la visière sur notre tête, nous vivons l'expérience personnellement, mais les personnes qui se trouvent autour de nous ne vivent pas la même expérience. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons là un exemple d'un homme qui vit sa réalité personnelle à droite de l'écran. Mais si nous l'observons de l'extérieur, nous ne pouvons pas voir ce qu'il perçoit. Sur l'image de gauche, vous pouvez voir ce qu'il visualise et avec quoi il interagit. Il s'agit donc d'une sorte de réalité virtuelle personnelle. Mais nous utilisons également les réalités personnelles et les simulations de manière collective. Nous les utilisons dans des endroits comme les planétariums ou le futuroscope, où nous cherchons à nous représenter un environnement comme un environnement ancien avec des dinosaures ou un environnement sous-marin, quelque chose que nous ne connaîtrons jamais personnellement dans notre vie quotidienne. Nous utilisons aussi très couramment les simulations pour nous entraîner à des tâches complexes, parfois dangereuses, comme l'atterrissage sur la Lune ou sur Mars, des scénarios d'intervention d'urgence ou des scénarios de premiers secours et de temps de guerre. Nous utilisons souvent les simulations pour nous entraîner dans un environnement relativement sûr, afin d'être prêts lorsque nous serons confrontés à ces environnements dangereux. Ce que vous voyez sur votre écran en ce moment illustre le cockpit d'un simulateur de vol. La dernière chose que vous voulez, c'est que le pilote fasse atterrir son avion, un Boeing 747, pour la première fois avec un vent de travers par un jour de pluie et de tempête, alors que vous vous trouvez dans cet avion. Vous aimeriez savoir qu'il a déjà fait face à ces situations et qu'il a déjà été formé pour cela dans le passé. Voilà la valeur des simulations telles qu'elles sont utilisées aujourd'hui. En gardant cela à l'esprit, je voudrais revenir à la question initiale que j'ai posée il y a quelques instants. Sommes-nous dans l'une de ces simulations en ce moment? Dans une simulation géante, de la taille d'un univers? Et si nous l'étions, pensez-vous que vous le sauriez? Pourriez-vous faire la différence entre ce que l'on appelle une réalité première, une réalité fondamentale, et une réalité simulée ou numérique? Est-ce que tout ce que nous voyons se produire dans notre vie quotidienne fait partie de cette simulation? Cette idée elle-même est une manière d'exprimer quelque chose dont nous avons entendu parler, et quelque chose auquel nous avons été conditionnés à penser depuis très longtemps. Pour illustrer cela, j'aimerais partager avec vous les caractéristiques d'une simulation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Puis nous nous plongerons dans l'une des traditions spirituelles les plus anciennes et les plus populaires, ainsi que dans les textes mystiques de notre passé. Nous analyserons ce qu'ils décrivent et à quel point ces descriptions correspondent à la simulation que nous connaissons aujourd'hui. Je pense que vous allez trouver ça très intéressant. Voici donc les caractéristiques d'un monde simulé. Une simulation a un commencement. Elle a un début très précis et un moment où elle se termine. Ce qui se passe entre ce début et cette fin est basé sur un algorithme mathématique, un rythme cyclique de modèles qui se répète encore et encore à différentes échelles. Il existe différentes règles qui régissent la simulation. Le fait est que plus les personnes vivant dans la simulation se familiarisent avec leur environnement, plus elles en apprennent les règles et plus leur vie s'améliore. Les personnes s'améliorent avec la pratique. Dans une simulation, les utilisateurs ont accès à une autre réalité, une réalité qui ne fait pas partie de la simulation. Dans une simulation, les utilisateurs ont toujours accès à une réalité externe, dans laquelle ils peuvent puiser pour se guider s'ils rencontrent des difficultés ou s'ils ont besoin d'une clarification. Ils ont toujours la possibilité de communiquer au-delà de la simulation elle-même. Cela va être très important dans quelques minutes.
Dans une simulation, comme je viens de le mentionner, l'utilisateur ne peut pas distinguer la simulation du monde réel. Voici donc les caractéristiques d'une simulation moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, telle que nous l'utilisons aujourd'hui. Bien, en gardant cela à l'esprit, revenons en arrière et examinons ce que nos traditions spirituelles les plus anciennes et les plus populaires, issues d'un certain nombre de religions différentes, nous disent à propos du monde dans lequel nous vivons. Elles affirment presque universellement que notre monde a connu un commencement. Il existe différentes idées sur ce qu'est le commencement, mais un commencement clair ressort dans chaque tradition religieuse. Elles nous disent aussi que notre monde connaîtra une fin, qui n'est pas éternelle. C'est presque une vérité universelle dans toutes les religions. Et pour finir, les événements qui se déroulent entre ce début et cette fin sont basés sur des rythmes et des cycles naturels. Nos traditions spirituelles les plus populaires affirment que toutes les formes de vie ont un début et doivent avoir une fin. Elles ne sont pas perpétuelles. Elles nous disent qu'il existe des règles pour vivre dans ce monde et que nos vies s'améliorent à mesure que nous apprendrons ces règles. Il existe différentes interprétations de ces règles dans différentes traditions. Certaines d'entre elles sont aussi courantes que la règle d'or, qui sous-entend qu'il faut traiter les autres comme on aimerait qu'on nous traite. D'autres sont reflétées dans les 10 commandements qui nous indiquent comment mener notre vie. Et puis d'autres traditions spirituelles, comme les traditions chamaniques ou les traditions mystiques égyptiennes, nous donnent les clés sur la façon dont nous devrions vivre dans ce monde. Voici la clé. Chaque tradition spirituelle ancienne nous montre qu'au-delà du monde de nos sens quotidiens, nous avons un accès direct à une guidance et à une sagesse qui ne font pas partie de ce monde. Nous avons accès à une réalité extérieure ou à un guide extérieur. Ainsi, lorsque nous faisons ces comparaisons, à l'exception de la langue, nous pouvons y voir beaucoup de similitudes. Est-il possible qu'il y a des milliers d'années, nos ancêtres essayaient de nous informer, dans un langage de leur époque, de quelque chose qu'ils avaient compris, alors que nous commençons seulement à nous éveiller à la possibilité que des événements se produisent dans nos vies, que nous vivons en fait dans un monde artificiel, un monde temporaire qui a un début et une fin. Veulent-ils nous dire que nous avons quelque chose à apprendre et que nous pouvons avoir accès à un guide extérieur lorsque nous en avons besoin? Nous ne pouvons pas distinguer le réel de l'illusion. D'ailleurs, le mot sanskrit, maya, lui-même, signifie en fait illusion. C'est un concept fondamental dans la tradition hindoue. Ce que j'aime dans la tradition hindoue, c'est qu'elle affirme que c'est sous cette illusion, sous l'influence de Maya, que l'âme s'identifie au corps, au point que nous ne pouvons pas nous considérer dissociés de l'illusion de ce monde physique. Sous l'influence de Maya, nous nous égarons parmi les expressions corporelles de l'ego et de la peur, du sexe, de la race, de notre couleur de peau et nos systèmes de croyances. Tout cela est causé par l'illusion de Maya. Là où cela devient vraiment intéressant, c'est que dans ces mêmes traditions, atteindre l'illumination consiste à échapper à Maya, échapper à l'illusion. Si vous avez vu le film Matrix, la superproduction de 1999, lorsque nous échappons à l'illusion de Maya, cela équivaut à prendre la pilule rouge, c'est-à-dire à s'éveiller à une réalité plus grande, qui existe bien au-delà des sens de notre vie quotidienne ou de notre monde de tous les jours. Les traditions chrétiennes reflètent quelque chose de très similaire. Elles disent presque universellement que ce monde n'est que temporaire. Ce monde n'est qu'illusion, que nous ne sommes pas coincés ici, que nous ne sommes ici que brièvement. Elles affirment que nous nous préparons en réalité à vivre dans un autre monde. Dans les traditions chrétiennes, il s'agit du paradis ou de l'enfer. On peut y accorder le sens que l'on veut. Mais l'idée est que l'endroit où nous finissons par aller dépend de la façon dont nous apprenons ces règles et ces principes dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Cela correspond presque parfaitement au concept de simulation. Donc, lorsque nous apprenons à intégrer des choses comme la compassion, le pardon, le respect de la vie et d'autres valeurs du genre, cela nous prépare à bien vivre dans n'importe quel monde, n'importe quel environnement vers lequel nous nous dirigeons au-delà de ce monde. Je pourrais continuer avec d'autres traditions. Peut-être y avez-vous pensé au cours de votre vie. Nous pouvons faire le parallèle. D'après les traditions hindoues et chrétiennes,
nous pouvons avoir accès à cette sagesse externe qui se trouve au-delà de notre environnement immédiat. C'est une sagesse externe. Je trouve cela fascinant. Parce que lorsque je regarde les œuvres d'art de certaines de nos traditions les plus anciennes, je me demande comment ils auraient pu représenter visuellement ce concept il y a 2000 ou 2500 ans. En prenant en compte ce que nous savons aujourd'hui concernant la possibilité de vivre dans une simulation, lorsque nous nous penchons sur ces œuvres représentant les prophètes de ce monde qui montent vers les nuages et les cieux, par une échelle ou par un escalier, afin de communiquer avec quelque chose au-delà de ce monde, nous devons nous demander si c'est ce qu'ils essaient de nous dire, si c'est ce qu'ils dépeignent. Ainsi, lorsque nous observons les œuvres d'art que nous ont laissées nos ancêtres il y a 2000 ou 2500 ans, étant donné ce que nous savons aujourd'hui des simulations, nous pouvons nous demander si c'est ce qu'ils dépeignaient, si c'est ce qu'ils essayaient de nous expliquer à travers leurs œuvres d'art, c'est-à-dire ce lien entre nous et ce monde et notre capacité à transcender ce monde, à accéder à une sagesse, une source externe de sagesse dans un autre monde. Lorsque nous les voyons grimper à des échelles vers les cieux, par exemple, comment auraient-ils pu représenter une telle chose? Ce sont donc les éléments à prendre en compte lorsque nous comparons les descriptions anciennes de notre vie, dans un monde temporaire et illusoire, et ce que la science du monde moderne nous apprend aujourd'hui sur les simulations et leur fonctionnement. D'après une école de pensée et certains cercles scientifiques, la conscience est un dialogue constant avec elle-même. La conscience communique constamment avec elle-même. De même, nous communiquons constamment avec nous-mêmes, et ce, à travers les choses que nous créons, à travers l'art, à travers notre musique, nos films et les livres que nous écrivons. Je considère personnellement qu'il y a du vrai dans cette façon de penser. Je crois que lorsque nous créons individuellement, nous répondons à une impulsion collective qui nous vient de notre conscience collective. Si tel est le cas, cela suggère que nous nous informons constamment à propos d'une réalité dont nous connaissons l'existence d'une certaine manière. Et nous nous informons afin de pouvoir nous plonger dans cette réalité de manière consciente. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous êtes peut-être fan de Star Trek. Je suis un grand fan de la série. Donc, dans Star Trek, Nouvelle Génération, le 13e épisode de la 7e saison, qui s'intitule « Terre promise », est tout à fait étonnant. Il s'agit d'une histoire très intéressante qui, selon moi, illustre très bien la puissance de ce concept de simulation. Donc, si vous êtes fan de Star Trek, vous savez peut-être qu'à bord du vaisseau Enterprise se trouve une pièce spéciale appelée le holodeck. Dans ce holodeck, il est possible de recréer sur le vaisseau une simulation d'un environnement dans lequel l'équipage peut se retrouver lorsqu'il est télétransporté dans un autre monde, afin que l'équipage puisse maîtriser les paramètres et se préparer à l'environnement en question. Ce concept est très important dans cet épisode en particulier. Dans cet épisode, donc, le vaisseau Enterprise se rend dans un autre système stellaire et trouve une planète semblable à la Terre sur laquelle vivent des humains. Cependant, ces humains ont choisi une vie éloignée de toute technologie. Il ne s'agit pas d'une société de technologie de pointe, mais au contraire d'une société très simple, agricole. Ils vivent près de la Terre. Ils prennent soin de leur famille, ils cultivent leur nourriture et ils n'ont pas de maladie. Ils vivent jusqu'à un âge avancé en bonne santé. Ils ont un bon mode de vie. Mais s'agissant de Star Trek, il y a forcément un hic. Le problème est que le système solaire est sur le point d'être détruit. Le Soleil va devenir une supernova. S'il explose, cela aura pour conséquence de détruire la planète et de faire disparaître ces humains. L'équipage de l'Enterprise se trouve donc dans une position délicate, car d'un côté, leur travail consiste à observer et à ne pas interférer avec toute forme de vie qu'ils trouvent. Mais d'un autre côté, il s'agit d'êtres humains sur cette planète, et ils ne peuvent pas concevoir de les laisser mourir. Ils finissent donc par trouver une solution très intéressante et innovante. Voilà ce qu'ils font. Lorsque les habitants de la planète s'endorment le soir, ils sont téléportés, dans leur sommeil, à bord d'un vaisseau spatial,
pour atteindre une création virtuelle de leur monde dans le holodeck du vaisseau spatial. Une simulation, depuis le vaisseau, qu'ils ne peuvent pas distinguer du monde réel dans lequel ils évoluent. L'idée est qu'une fois qu'ils sont tous en sécurité, l'équipage conduira cette population sur une autre planète qui ressemble à la leur, afin qu'ils ne sachent jamais ce qui s'est passé. De cette manière, ils remplissent tous les critères de la mission du vaisseau spatial. Ils sauvent des vies sans pour autant intervenir dans le processus. Mais ce ne serait pas un épisode de Star Trek si tout se passait sans faille. Dans cet épisode particulier, le système d'alimentation de l'Enterprise tombe en panne. La simulation dans laquelle les gens vivent commence alors à s'éteindre. Et ils voient leur monde virtuel disparaître peu à peu. Le reste de l'épisode est un passage très sincère, où des humains communiquent avec des humains en toute honnêteté sur leurs intentions, sur leurs origines et sur les raisons pour lesquelles ils ont fait ce qu'ils ont fait. Si je raconte cette histoire, c'est parce que lorsque les habitants de cette planète se sont retrouvés dans le holodeck, ils n'ont pas pu faire la différence entre le holodeck et le monde dans lequel ils vivaient. La question qui se posait, est-ce notre histoire ? Est-ce le cas pour nous aussi? Notre conscience nous apprend-elle, nous rappelle-t-elle la vérité de notre existence à travers nos créations artistiques, comme le fait que nous vivions dans cette simulation? Et si oui, que dit-elle? De quoi veut-elle que nous nous rappelions? Si la conscience nous informe à travers l'art, est-ce pour nous rappeler les vérités les plus profondes à propos de notre existence? Repensez aux films qui sont si populaires de nos jours, comme Matrix, que je viens de mentionner, ou Avatar. Ces deux films, extrêmement populaires, touchent quelque chose de très profond chez les individus, quelque chose qui semble familier à beaucoup de gens. Certaines personnes ont même pleuré en regardant ces films, car cela a fait ressortir en eux une certaine vérité. Dans ces deux films, on retrouve des environnements artificiels, des simulations où les humains sont projetés dans des corps plus vrais que nature, comme ceux que nous possédons actuellement, afin qu'ils puissent interagir dans ces environnements. La question est, vivons-nous cela? Si vous viviez dans un environnement simulé, le seriez-vous? Et comment le seriez-vous? Pouvez-vous distinguer une simulation d'un environnement primaire? Je vais maintenant vous montrer quelques images à l'écran. Et je vais vous demander si vous pouvez faire la différence entre celle-ci et un environnement artificiel. Ce que vous regardez est une chaîne de montagnes couverte de neige. Dans quelle mesure cela vous semble-t-il réel? S'agit-il de l'œuvre d'un artiste ou d'une réalité numérique? Je vais vous le dire, c'est une image simulée, une image virtuelle. Même chose ici, avec une autre chaîne de montagnes, c'est exactement la même chose. Ça a l'air réel, ça ressemble à une photo. Vous ne pouvez pas la distinguer d'une photo, mais c'est une réalité numérique. Regardez comme elle a l'air réelle, regardez la végétation, regardez le ciel, regardez la texture des rochers. Si vous ne saviez pas qu'il s'agit d'une réalité numérique, vous ne seriez pas capable de la distinguer de la réalité. Ce que vous voyez maintenant sur votre écran représente la savane africaine. Regardez les arbres, les feuilles sur les arbres. Nous ne pouvons pas distinguer cette image de la réalité. Pour nous, elle semble réelle. C'est là où nous voulons en venir. Les scientifiques commencent à envisager sérieusement la possibilité que nous vivions dans une simulation. Si sérieusement d'ailleurs, qu'ils conçoivent des projets scientifiques très poussés afin de déterminer si c'est effectivement le cas. John D. Barrow est un physicien de l'université d'Oxford. Il est également lauréat du prix Templeton 2006. Je veux que vous écoutiez une de ses citations tirée d'un article qu'il a écrit. Voilà ce qu'il a écrit. On sait depuis longtemps que des civilisations technologiques, à peine plus avancées que la nôtre, auront la capacité de simuler des univers dans lesquels des entités autoconscientes pourront émerger et communiquer entre elles. Analysons ce que John Barrow voulait dire. Ce qu'il veut dire, c'est que des civilisations technologiques auront cette capacité. C'est très important pour nous, parce que la science du monde moderne est en train de changer la façon dont on nous a appris à nous considérer nous-mêmes
ainsi que notre relation avec la Terre. Lorsque j'étais à l'école, dans les années 50, 60 et 70, on m'a appris que la civilisation était linéaire, qu'elle avait commencé il y a environ 5000, peut-être 5500 ans, à l'époque de l'ancienne Sumer, et qu'elle était relativement primitive, qu'elle s'était accélérée de façon linéaire, passant de peu développée à très complexe, pour atteindre aujourd'hui l'apogée de la sophistication. Nous incarnons la plus haute forme de progrès technologique qui ait jamais vécu sur la surface de la Terre. C'est ce que vous et moi avons appris. Mais d'un autre côté, un nombre croissant de résultats scientifiques, évalués par les pairs, nous indique que ce n'est pas le cas. Les preuves ne soutiennent plus cette version. Quand je dis évalués par les pairs, je veux être très clair sur ce que j'entends par là, car je vais faire référence à des travaux évalués par les pairs dans le reste de cette série. Un article évalué par les pairs est un article qui a été rédigé par un seul scientifique ou par un groupe de scientifiques, et qui, après avoir été écrit, circule parmi les pairs scientifiques avant d'être publié, d'où le terme évalué par les pairs. D'autres scientifiques ont eu l'occasion d'examiner l'article, d'analyser la recherche, d'essayer de trouver des erreurs, d'essayer de trouver les points sur lesquels les preuves s'effondrent, ou ceux qui sont réellement soutenus par la recherche actuelle. C'est un processus qui peut prendre des mois, ou même des années. Parfois, il faut 6 à 8 ans pour qu'un article passe par le processus d'évaluation par les pairs, avant d'être finalement accepté et publié dans une revue scientifique évaluée par les pairs comme Nature, par exemple. Nature est une revue scientifique évaluée par les pairs très prestigieuse aujourd'hui. Elle est disponible pour les profanes qui veulent se tenir au courant de toutes les nouveautés scientifiques. Si je précise cela, c'est parce que la science évaluée par les pairs nous démontre aujourd'hui que ce que nous pensions de notre civilisation et de notre histoire dans le passé n'est plus étayé par les résultats scientifiques. Nous savons maintenant que la civilisation n'est pas linéaire. Nous n'avons pas commencé par un état primitif unique, et nous ne nous sommes pas développés de manière linéaire jusqu'à atteindre le point où nous en sommes aujourd'hui. Au contraire, la civilisation est cyclique. Nous avons des preuves très claires que notre civilisation, telle que nous la connaissons aujourd'hui, s'est développée au cours de cycles d'une moyenne d'environ 5000 ans chacun. Cela se reflète dans les traditions que nous retrouvons dans les calendriers mésoaméricains. Par exemple, les anciens Mayas ont transmis des représentations mathématiques très claires de ces cycles de 5000 ans, de leur début et de leur fin, et de ce qu'ils signifient pour nous aujourd'hui, tout comme pour d'autres civilisations. La raison pour laquelle je partage tout cela avec vous est que l'idée que nous incarnons la toute première civilisation technologique avancée n'est plus soutenue par les preuves aujourd'hui. J'ai décrit certaines de ces civilisations dans la première saison de Chaînon manquant. Si vous souhaitez revenir en arrière et examiner certaines d'entre elles plus en détail. Mais ce que John Barrow dit, c'est qu'il est reconnu depuis longtemps que des civilisations technologiques à peine plus avancées que la nôtre disposeront de cette formidable capacité informatique. Donc, lorsque nous revenons sur notre passé aujourd'hui, nous devons nous poser la question suivante. Est-il possible qu'il y ait eu dans le passé des civilisations technologiques très avancées, et peut-être même plus avancées que la nôtre aujourd'hui, qui aient suivi un chemin similaire au nôtre? Est-il possible que cela soit arrivé ici, sur Terre, ou à d'autres endroits? La raison pour laquelle cette question est si importante est que, comme je l'ai mentionné plus tôt, quand nous nous intéressons aux simulations que nous avons vues au début de cet épisode, combien sont-elles réelles et combien il est difficile de distinguer la simulation du monde réel. Quand vous avez vu Michael Jackson, si vous ne saviez pas qu'il était mort en 2009, si vous vous trouviez parmi le public et que vous aviez vu cela alors que jusque-là vous étiez sur une île déserte, éloignée, et que vous n'aviez jamais appris que Michael Jackson était décédé, comment auriez-vous su qu'il s'agissait d'une représentation numérique? Vous ne vous en seriez probablement pas rendu compte. Donc la question que les scientifiques se posent maintenant, alors que nous prenons conscience de la vérité profonde à propos de la civilisation cyclique et des civilisations cycliques qui remontent à 15 000 ou 20 000 ans, ou plus avant le présent, la question donc est-il possible que ces civilisations se soient développées d'une manière
que nous n'avons tout simplement pas encore découvertes, dont nous commençons seulement à envisager l'existence. Nous sommes arrivés à un point où les preuves émergent, mais nous faisons face à une certaine réticence. Si nous sommes honnêtes, l'humanité fait souvent face à une résistance à partager les nouvelles découvertes. Il y a toujours une certaine résistance dans les salles de classe traditionnelles, dans les manuels traditionnels, à parler de civilisations cycliques qui remonteraient à 15 000 ans avant notre ère. Nous n'entendons jamais cela dans les documentaires ou dans les émissions spécialisées à la télé, à de rares exceptions. C'est pourquoi il est important pour moi de partager ces informations et de vous en parler ici. Je suis scientifique, je suis un géologue diplômé, et je pense que la science est exacte, qu'elle nous sert. Mais la science est conçue pour être constamment mise à jour, à mesure que de nouvelles informations émergent. Elle n'est pas statique, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. À bien des égards, la science a été détournée par d'autres intérêts, par les entreprises, par la politique ou par la religion. Ainsi, la science à laquelle nous demandons de nous servir ne peut nous servir que si nous la suivons honnêtement. Et ce que la science nous indique honnêtement, c'est que le monde du passé est différent de ce que nous avons été amenés à croire. Il y a eu des civilisations technologiques avancées. Nous savons qu'elles avaient de l'électricité, nous avons vu des câbles enterrés ainsi que des tuyaux. Nous avons découvert des civilisations avec l'eau courante, froide et chaude, des vitraux, du grand art, des mathématiques avancées, une connaissance des systèmes stellaires que nous n'avons développée qu'au XXe siècle. Il s'agit là de civilisations vieilles de plus de 10 000 ans qui avaient des connaissances. Si je dis tout cela, c'est pour revenir à la question suivante. Est-il possible qu'une civilisation avancée, peut-être la nôtre, ait développé des réalités simulées il y a longtemps, pour des raisons que nous allons explorer dans cette série? Et si tel est le cas, est-il possible que nous vivions à l'intérieur de ces réalités? Maintenant que nous avons défini la question interdite de ce qu'est une réalité simulée, et que nous avons exploré en quoi c'est important, examinons les preuves. Voyons ce qu'elles nous disent. Dans le prochain épisode, nous étudierons les résultats de la toute première étude scientifique visant à déterminer si nous vivons en réalité dans une simulation informatique. Je tiens à vous remercier de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder notre prochain épisode de Fabrique d'une simulation. Vivons-nous dans une réalité virtuelle?